Bienvenue à tous et à toutes. Je suis ravi de vous retrouver. Je suis Christian Bellala et j'ai décidé de vous partager tout ce qui me fait vibrer. Mon ambition est de vous embarquer dans un voyage passionnant au travers de mes centres d'intérêt, avec peut-être à la clé certains sujets qui résonneront en vous. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous guider. Aujourd'hui, je vous invite à plonger au cœur d'une histoire méconnue. Une histoire de courage, de sacrifice et de tragédie. Une histoire qui s'est jouée dans l'obscurité des forêts vosgiennes. En septembre 1944. Je vous emmène à la ferme de Vion-Bois. Une ferme isolée, au milieu des bois. Un lieu tranquille, mais qui deviendra le théâtre d'une des batailles les plus violentes et les plus méconnues de la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, la France est encore partiellement sous le joug nazi. Mais l'espoir renaît avec le débarquement des Alliés. Dans les montagnes des Vosges se trouve un groupe de résistants, jeunes et déterminés, avec pour mission de libérer leur pays, coûte que coûte. Mais le 4 septembre 1944, ces hommes du maquis de Vion-Bois vont lutter jusqu'à leur dernier souffle pour la liberté. Une bataille où l'héroïsme se heurte à la tragédie, où des vies sont brisées et où l'histoire a failli être oubliée. Une bataille méconnue, entourée de mystères et d'incompréhension. Encerclé, isolé. Comment un groupe si déterminé a-t-il pu être pris au piège? Qui a pris la décision de lancer une opération si périlleuse? Pourquoi les ordres de repli ne sont pas arrivés? Pourquoi ce drame, ce sacrifice suprême, est-il aujourd'hui si peu connu? Comment une telle épreuve a-t-elle pu sombrer dans les limites de l'histoire? Je vous invite dans cette page sombre de l'histoire, cette bataille de Vion-Bois, un épisode de la résistance, où le courage et le sacrifice se sont mêlés au drame. En me suivant, je vous invite aussi à accomplir un devoir de mémoire, pour que les voix de ces héros, ces résistants, résonnent à nouveau, pour que leur combat ne soit jamais oublié, et pour que les leçons de Vion-Bois éclairent notre présent. Car se souvenir, c'est rendre hommage, c'est préserver l'héritage d'un passé qui continue de nous parler. Pour comprendre la bataille de Vion-Bois, il faut se replacer dans le contexte de l'année 1944. Depuis le 6 juin, les forces alliées ont débarqué en Normandie et progressent vers l'intérieur du pays. Leur objectif ? Libérer la France. Sur le terrain, la résistance joue un rôle capital. Partout, des hommes et des femmes s'organisent, sabotent les infrastructures ennemies, collectent des renseignements, distribuent des journaux clandestins, des faux papiers et parfois affrontent directement les troupes allemandes. Dans cette France occupée, les Vosges, avec leurs forêts denses et leurs montagnes, deviennent un refuge pour les résistants. La région est stratégique. Elle se trouve sur la route des forces allemandes en retraite. Et les maquisards savent que leur rôle est déterminant pour ralentir l'ennemi et faciliter l'avancée des Alliés. Pour harceler les troupes allemandes en retraite, ils menaient des actions de guérilla afin de préparer la libération de l'Alsace. La région, avec ses reliefs accidentés, était idéale pour mener des opérations de guérilla. Le maquis des Vosges était une épine dans le pied des Allemands.
Certains maquis naissent spontanément, un petit peu partout, sans lien militaire ou politique, sans dépendre de qui que ce soit. Ils étaient organisés en petits groupes mobiles, toujours en mouvement pour échapper aux patrouilles allemandes. Parmi ces maquisards, le groupement mobile d'Alsace-Vosges, le GMA Vosges. Ils ont pour mission de préparer la libération de l'Alsace et des Vosges. Le GMA Vosges est formé de jeunes hommes dont la plupart n'avaient jamais combattu. Ils étaient pourtant déterminés à se battre pour la liberté de leur pays, à n'importe quel prix. Le patriotisme est tellement fort chez certains qu'il leur suffisait à se lancer seuls dans des opérations dans l'esprit de la résistance, des actions audacieuses contre les forces allemandes, tout en sachant que chaque mission pouvait être la dernière. Certains montaient même au maquis avec la joie au cœur. Ouais, comme certains le disaient, ils étaient des innocents à l'époque, heureux de vivre et heureux d'aller libérer la France. Les Vosges, avec leur relief escarpé et leurs forêts denses, offrent un terrain propice à la guérilla. Mais ces mêmes caractéristiques en font aussi une région isolée, difficile à défendre en cas d'attaque de grande envergure. En juin 1944, l'état embryonnaire du maquis évolue avec la naissance de la première centerie du GMA Vosges. Les francs-tireurs sont structurés comme une vraie armée et forment des centuries composées de 120 hommes. Les effectifs sont de tout horizon. Ils se composent de Russes, de Polonais, de Yougoslaves évadés d'Allemagne, d'anciens militaires, d'Alsaciens insoumis ou déserteurs de la Wehrmacht. Les autres sont des Lorrains, des réfractaires du service du travail obligatoire ou encore des volontaires, décidés à combattre l'occupant. En juillet 1944, le GMA Vosges s'étoffe avec la création d'une seconde centurie. Ils vivent dans les bois, mais sans objectif précis malgré la désignation d'un commandement pour les deux groupes. Ils avaient l'impression de faire un peu du scoutisme, faisaient des patrouilles, des reconnaissances. Les chefs, quant à eux, sont regroupés dans un chalet et analysent et se concertent sur les actions à mener selon les directives qu'ils reçoivent de plus haut. Au bout de plusieurs jours, un plan est mis au point pour soutenir l'avancée des Alliés face aux Allemands qui s'organisent pour les contrer. Mais cela nécessite 6 centuries de 120 hommes chacune. L'objectif est alors de compléter les effectifs. L'idée prometteuse d'aller libérer le camp de Struthof est alors confiée à la première centurie. Mais cette brillante idée se heurte au fait que cette première centurie n'a pas les moyens de s'attaquer à plusieurs centaines d'Allemands gardant le camp, et lourdement armés contrairement au GMA, tout en ignorant le nombre de déportés à libérer. Le GMA Vosges peine à prendre de l'importance, faute d'équipement et d'armement. Les seules armes à disposition proviennent de caches datant de la Grande Guerre et de juin 1940. Des armes récupérées par certains, mais qu'il fallait manier avec prudence, car les balles pouvaient partir à tout moment. Des instructeurs furent improvisés parmi ceux ayant une connaissance des armes pour expliquer leur maniement. À quelques reprises, les balles partaient évidemment, au risque de blesser d'autres qui n'étaient même pas en instruction. Ce fut le cas entre autres d'un cuisinier qui fut en panique le jour où une balle est venue transpercer ses casseroles. Dans la nuit du 12 au 13 août 1944, d'importants stocks d'armes sont largués, avec une unité commando anglaise du Special Air Service. Une douzaine de SAS anglais sont maintenant au cœur du dispositif. Les maquisards se réjouissent de recevoir enfin l'aide de Londres. Le maquis a maintenant des armes. 150 hommes, armés cette fois-ci, se mettent en mouvement. Les Allemands en sont rapidement informés et le 17 août, ils déclenchent une attaque. La seconde centurie est la première à subir
le premier baptême du feu. 5 jours de combat. Les Santerie perdent 25 hommes. Les hommes s'éparpillent pour sauver leur vie. L'ennemi trouve alors des sacs, laissés au camp lors de la fuite des chefs. Ces sacs contiennent l'ordre de mission et la liste des volontaires pour rejoindre la résistance. Les Allemands ont pu, avec ces noms précieux, effectuer plusieurs actions de sévices auprès des concernés et par l'occasion renforcer la défense du camp du Struthof. Les responsables ne préviennent pas les autres maquisards de la vallée du danger et préfèrent attendre l'arrivée de nouvelles armes pour que ces maquisards qui sont motivés puissent se battre. Le 1er septembre 1944, des grondements d'appareils retentissent dans les airs. Il est 3 heures du matin. Des hommes sautent des avions. 25 SAS arrivent, tout équipés. Certainement des renforts précieux. Puis d'autres grondements. C'est un second passage. Et cette fois-ci, c'est du matériel qui est parachuté. Soudain, une explosion. Containers de plastique et de détonateurs explosent. Beaucoup de bruit pour ce parachutage qui devait rester discret. Cette explosion était-elle voulue? Certains maquisards s'interrogent. Toujours est-il que ce parachutage procure aux maquis un complément d'armement. Malheureusement encore insuffisant pour équiper la totalité des volontaires. Malgré cela, les chefs de la résistance alsacienne sont enthousiastes à l'idée d'une offensive maintenant que les hommes sont mieux équipés. Les hommes sont prêts à être mobilisés, mais toujours insuffisamment armés, voire pas du tout. Le choix entre une mobilisation générale et de nombreuses petites cellules plus ou moins actives apparaît. Des tensions montent dans les regroupements entre maquisards. Une partie s'interroge, faut-il être actif en permanence ou se préparer pour intervenir lors de l'arrivée des Alliés, pendant que d'autres, des civils, sont plus motivés à effectuer des sabotages en continu, au risque d'attirer les Allemands, sans parler des représailles qui sont plus dévastateurs que les sabotages eux-mêmes. Toujours est-il qu'il faut attendre les prochains parachutages d'armes qui sont fixés au lendemain. Pour compléter les effectifs, le commandement prend alors la décision d'une levée en masse. Même si cela est une folie de faire venir plus d'une centaine d'hommes non armés, l'appel est lancé. Une mobilisation de centaines d'hommes arrive. Certains en habits de ville, oui, en petites chaussures, et même parfois avec la valise. C'était un peu comme se retrouver au marché, certains retrouvant des connaissances et se saluant en se félicitant d'être venus, dans un esprit d'une grande rigolade. « Ah, te voilà, tu es venu aussi !» Le 2 septembre au soir, c'est un effectif de 832 hommes qui s'est réuni dans la forêt à proximité du terrain de parachutage. Mais seuls 150 hommes sont armés. L'heure du nouveau parachutage massif d'armes et de matériel approche, ce qui va permettre d'armer le reste des hommes. Mais le destin en a décidé autrement. La météo capricieuse se met de la partie à Londres. Impossible pour les pilotes de décoller pour venir effectuer les parachutages tant attendus. Les maquisards savent que c'est leur seule chance de tenir. Ils attendent, les yeux rivés vers le ciel, espérant un miracle qui ne viendra pas. Prévenus par radio, ils ne peuvent qu'attendre le lendemain. Le lendemain, une nouvelle tentative est lancée. Mais ce 3 septembre, encore une fois, la météo joue contre les maquisards. Mais cette fois, en France. Le mauvais temps s'est installé dans les montagnes et les avions alliés sont contraints de faire demi-tour. Pour les hommes de Vionbois, le coup est dur. Les renforts promis, qui auraient pu faire la différence, ne viendront pas. Ils se retrouvent seuls, isolés, face à un ennemi qui, lui, ne cesse de se renforcer. C'était comme si le destin s'acharnait contre eux. Ils savent que sans ces renforts, la situation est critique, mais ils gardent espoir, parce qu'ils n'ont pas le choix. Ces 2 nuits d'attente infructueuses ajoutent à l'angoisse des résistants. Ils savent que chaque heure qui passe
les rapproche de l'affrontement. Un affrontement qu'il pressent inégal. Il était impensable qu'ils repartent dans les montagnes sans armes. Pour maintenir le maquis, le commandement prend alors la décision de regrouper les maquisards dans la ferme de Vion-Bois. Les maquisards quittent ainsi le cœur des bois pour se rapprocher de la plaine, où le piège de Vion-Bois va se refermer. Le choix de ce lieu, une ferme isolée au milieu de la forêt, semble stratégique. Il offre une certaine protection naturelle et permet de surveiller les mouvements ennemis. Mais cette position, qui devait être un atout, va se révéler être un piège mortel. En effet, la ferme est coincée au cœur d'un triangle de 3 routes principales. De nombreux maquisards estiment que cette décision est une importante erreur stratégique. Un décalage fatal dans l'estimation des chefs, qui eux sont installés à distance dans un lieu dit à 1500 mètres de Vion-Bois. En arrivant à Vion-Bois, ils savent que c'est dangereux. Mais ils pensent que c'est leur devoir. Ils sont prêts à tout, même à mourir, pour leur cause. Protégés par des sentinelles aux abords de la ferme, les hommes s'installent de leur mieux à l'intérieur des bâtiments abandonnés. Tous ne peuvent s'abriter à l'intérieur. Ils s'organisent alors avec des abris de fortune, attendant la nuit, avec l'espoir d'un nouveau parachutage pour recevoir les armes. Les environs paraissent tranquilles, à condition de rester camouflés. Les maquisards peuvent ainsi attendre que la nuit soit tombée pour se rendre à nouveau sur le terrain de parachutage. Le silence pesant de la nuit qui s'installe est d'un calme trompeur. Et il ne fait qu'amplifier la menace qui approche. Le piège est en train de se refermer sur eux. Et bientôt, l'enfer se déchaînera sur Vion-Bois. Un indique, apprend et signale que les Allemands sont au courant de ce parachutage. Ils sont même au courant du message qu'il annonce sur les ondes de la radio BBC. L'état-major de la résistance en est averti. Mais le commandement préfère ignorer cette information en jugeant qu'il est inutile de s'en soucier. Le commandement apprend également des déplacements de troupes allemandes. Ces derniers arrivent et se positionnent au croisement des routes encerclant Vion-Bois. Aucune information ou de consigne n'est donnée aux maquisards au cœur de Vion-Bois. Aucun ordre d'évacuation de la ferme n'est donné. Le 4 septembre 1944, à l'aube, la forêt de Vion-Bois est encore enveloppée dans une épaisse brume. Les maquisards s'organisent comme ils peuvent et se tiennent prêts. Il y a une drôle d'atmosphère ce matin-là. Ils sentent que quelque chose ne va pas, mais ils ne savent pas quoi exactement. Ils continuent les préparatifs, sans savoir que ce seraient peut-être les derniers. Tout commence à 10h du matin par l'arrivée inattendue de 2 soldats allemands dans une traction. Leur véhicule quitte la route et ils sortent de leur voiture. Ils sont jeunes, l'air hagard et semblent perdus. Venus réparer une ligne téléphonique, ils ne se doutent pas qu'ils viennent de tomber sur un nid de résistants. Ils avancent et s'approchent de la ferme. La ferme semble à première vue déserte, mais les résistants observent chaque mouvement des 2 soldats. L'occasion est là. Ces 2 hommes auraient pu être capturés facilement, sans un bruit. Mais la tension est telle que l'impensable se produit. Les sentinelles, probablement prises par l'adrénaline, ouvrent le feu sans sommation. Les coups de feu éclatent. Et les 2 Allemands tombent au sol. Les 2 Allemands étaient en vue. Ils étaient à portée, mais au lieu de les capturer, les sentinelles ont tiré sous le regard des autres maquisards.
personne n'a eu le temps de réfléchir. Tout est allé très vite. Cet acte, loin de garantir la sécurité des maquisards, a peut-être été entendu au risque d'alerter les Allemands. 10h30. Le commandement donne alors l'ordre que tous les hommes non armés se regroupent par centaines dans les bois au nord et à l'est de la ferme. À 11h, un convoi de ravitaillement allemand de passage tombe sous le feu de maquisards de la Santerie armée. 11h30, de jeunes téléphonistes sont à leur tour interceptés par le maquis. Des tirs ponctuels qui résonnent dans la vallée et les bois en cette matinée, au risque eux aussi d'être entendus par les infanteries allemandes à proximité. Il est 13h et la ferme n'a toujours pas été évacuée. Aucun ordre n'est donné. Vous vous en doutez, les coups de feu ont bien été entendus par les Allemands. Et évidemment, ils se disent qu'il y a quelque chose. Les tirs ont résonné dans toute la vallée, et cela a déclenché une réaction en chaîne catastrophique. Les troupes de soldats allemands prennent alors conscience de la présence des maquisards. À 15h30, le silence de la forêt est brisé par des ordres hurlés, ainsi que par le bruit de moteurs qui se rapprochent. Les maquisards comprennent rapidement que l'engrenage de la bataille vient d'être déclenché. En quelques minutes, les forces allemandes, bien plus nombreuses, se déploient autour de la ferme. Le maquis se prépare à un combat inégal. Dès qu'ils ont entendu les moteurs et les cris, ils ont compris que les Allemands étaient sur eux. Les hommes se positionnent, les armes sont prêtes, mais seulement 150 d'entre eux en sont équipés. L'angoisse monte. Ils savent que l'attaque sera violente, implacable. Les maquisards, en sous-nombre et mal équipés, dont 600 hommes non armés, affrontent une machine de guerre impitoyable. La bataille de Vion-Bois commence. Les explosions déchirent l'air, les balles sifflent et les cris des hommes se mêlent au fracas des armes. La ferme, autrefois havre de paix, se transforme en un enfer sur terre. Les maquisards ripostent avec tout ce qu'ils ont. Les tirs nourris fusent de toutes parts, les explosions secouent la forêt. Mais les Allemands, mieux organisés et équipés, progressent inexorablement. Ils encerclent les positions des maquisards, coupant toute retraite possible. C'est un déluge de feu. Ils se battent, ils courent, ils se cachent. Mais les Allemands sont partout. C'est une question de temps avant qu'ils les écrasent. La bataille fait rage pendant plusieurs heures. Les maquisards sont surpris par la violence de l'attaque. La majorité sont sans armes et positionnés dans les bois. Ils courent, certains tombent sous les balles. C'est un véritable enfer. Partout autour d'eux, c'est des explosions, des tirs. Quand les premières grenades ont explosé, ils ont tout de suite compris que ce serait une question de survie. Les Allemands arrivaient de partout et ils devaient se battre pour chaque mètre de terrain. Malgré leur bravoure, les maquisards sont submergés. Les pertes s'additionnent. Les hommes tombent, les uns après les autres, mais ils refusent de se rendre. Certains tentent de s'échapper à travers la forêt. D'autres continuent de se battre jusqu'à la dernière balle. Les hommes armés de la ferme ripostent avec un feu nourri. 16h30, la ferme est entièrement encerclée. Les maquisards, sans armes à l'extérieur, se protègent comme ils peuvent au sol, avec les balles qui sifflent au-dessus de leur tête dans les deux sens. Des balles sifflant des Allemands vers la ferme et de la ferme vers les Allemands. La riposte des hommes de la ferme ne faiblit pas. Les fusils mitrailleurs en possession sont mis en bataille devant la ferme. C'est moins de 10 fusils mitrailleurs, mais qui ne s'essoufflent pas.
Les Allemands avancent et tentent de percer cette défense. Pour déjouer les tirs de la ferme, les ordres sont donnés pour organiser leur avance. Mais avec les mitrailleurs de la ferme se trouvent des Alsaciens qui comprennent les ordres allemands donnés par les attaquants, ce qui permet d'anticiper les mouvements et d'arroser à coups de balles toutes les tentatives de percée des Allemands. Pendant que la bataille fait rage, il n'y a aucune réaction du commandement et des hommes anglais armés positionnés à moins de 3 km. Les Anglais n'étaient pas là pour se mettre à risque dans une bataille. Leur mission était d'assurer les communications à venir et devaient donc rester discrets. Il est 18h et à la ferme, les balles continuent de pleuvoir dans les deux sens. Une autre tentative des Allemands est effectuée, organisée en ligne cette fois. Mais ils sont à découvert pour s'approcher de la ferme. Et ils se replient sous le feu nourri, venant toujours des maquisards. 21h. Les Allemands, toujours repliés dans la forêt, continuent de tirer vers les résistants. Les maquisards, à l'intérieur de la ferme, quant à eux, attendent l'assaut final. Soudain, une fusée verte est tirée de la forêt. La fusillade s'arrête alors peu à peu, puis plus un bruit. Un silence complet, intenable. Que préparent les Allemands? Un assaut en force, un bombardement, des lance-flammes. Attendent-ils simplement des renforts? Les imaginations n'ont pas de limite dans ce silence. 22h20. Les maquisards n'oublient pas la mission de cette soirée. Direction pour une petite partie le terrain de parachutage pour attendre le ravitaillement prévu. 23h30. Les avions tournent au-dessus du terrain. Ils tournent. Impossible pour les maquisards de faire le moindre signal sous peine d'être vus par les Allemands. Les avions tournent une vingtaine de minutes, sans se douter du drame juste en dessous d'eux. Puis, ne voyant aucun signe au sol, ils repartent. La bataille est terminée. Les Allemands, avec une infanterie sans mortier et un blindé léger avec automitrailleuse qui s'est embourbé dans la journée qui n'a pu les rejoindre, n'ont pas réussi à prendre la ferme. Ils ont, pour une des rares fois, dû reculer devant ces résistants si déterminés. Les maquisards s'éparpillent dans les bois, dans les communes voisines, ou simplement retournent chez eux. Les Allemands, par la suite, sous le coup du hasard des patrouilles ou des menaces sur la population, en retrouveront quelques-uns. Ils seront interrogés, torturés, déportés ou fusillés pour certains. Sur les 150 hommes du maquis, 86 ont perdu la vie ce jour-là. La bataille de Vion-Bois était un désastre pour la résistance française. Si l'objectif de ralentir l'ennemi a été partiellement atteint, le coût humain a été immense. Sur le front ou déportés, c'est plus de 450 morts au total pour le GMA Vosges pour la libération. Mais cette tragédie soulève de nombreuses questions. Pourquoi les maquisards n'ont-ils pas été avertis à temps de l'arrivée des Allemands? Pourquoi les ordres de repli ne sont pas arrivés alors que le danger était évident? Les rapports des officiels, quant à eux, se contredisent. Certains témoignages évoquent des erreurs de commandement. Les informations vitales sur la position des Allemands auraient-elles été négligées? Des agents doubles auraient-ils infiltré la résistance? Il y avait des rumeurs, des doutes. On a parlé de trahison, d'infiltration par les Allemands. Mais ils n'ont jamais su qui avait vendu la mèche. Malgré les recherches et les enquêtes, ces questions restent sans réponse, ajoutant une ombre de mystère à cette tragédie. Ce qu'ils savent, c'est que beaucoup de leurs camarades ont payé de leur vie. La douleur des familles et le mystère entourant cette bataille continuent de hanter les mémoires.
Même si aujourd'hui leur mémoire est honorée, l'énigme de Vion-Bois reste entière. Ont-ils été trahis, sacrifiés pour une cause plus grande ou victimes d'une série d'erreurs stratégiques? Ce qui est certain, c'est que ces hommes ont fait le choix de se battre jusqu'au bout pour la liberté. Le sacrifice des maquisards de Vion-Bois n'aura pas été vain. Leur héroïsme a permis de retarder l'avancée allemande, donnant aux Alliés le temps nécessaire pour sécuriser la région. Vion-Bois est une bataille oubliée par l'histoire, mais dont les échos résonnent encore dans les vallées des Vosges. Le sacrifice de ces hommes doit être un rappel, un symbole de ce que signifie réellement le combat pour la liberté. Pour ces héros, pour leur courage et leur détermination, il est de notre devoir de ne jamais les oublier. Les mystères qui entourent cette bataille ne doivent pas nous faire oublier l'essentiel. La bravoure d'hommes ordinaires qui, en ces jours sombres de septembre 1944, ont choisi de se dresser contre l'oppression au prix de leur vie. Nous en restons là cette fois-ci. J'espère que vous avez apprécié ce partage sur un aspect historique méconnu. Et n'hésitez pas à partager ou commenter selon votre plateforme. Pour aller plus loin, vous pouvez retrouver cet épisode, comme tous les autres, en ligne sur https://unpodcast.sinorien.com. Je vous remercie de votre écoute. Restez connectés, restez passionnés et à très vite.